Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Alex Zarmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne de débat Les Indécis, c'est sur YouTube. Et puis tous les vendredis, La Vérité en face de Patrick Roger. Vous êtes face à Éric Tegner. Rémi Branco, vous êtes vice-président du département du Lot et vous avez publié Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube. Je confirme. J'étais en province le week-end dernier et je suis à chaque fois sidérée de voir que ces régions sont les oubliées vraiment de tout, des villages qui sont morts où il n'y a plus de postes, il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de services, il n'y a plus rien. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Je vous pose la question, où va le pognon? Et Joseph Taillefer, bonjour. Vous êtes auteur, conférencier, secrétaire général de Plastalliance et vous avez publié Plastic Bashing, l'intox qui est paru au Cherche Midi. C'est un livre dans lequel vous vous interrogez de savoir comment le plastique est devenu l'ennemi public numéro 1 et peut-être on a été un peu manichéen dans cette approche du plastique. C'est en tout cas intéressant et à lire. On va revenir sur tous les sujets qui font l'actualité. Comme on n'a pas beaucoup de temps avant 11h, on va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Rémi, justement, votre coup de gueule, il est en lien avec ce que je viens de dire. On est en plein dans le sujet. Voilà. Bonjour Valérie, oui. Bonjour. Vous avez rappelé que je suis un élu rural, un élu du Lot, et c'est vrai qu'on est assez régulièrement énervé, en colère par rapport à un décalage qu'on peut voir entre une espèce de compassion vis-à-vis de la ruralité, notamment depuis les Gilets jaunes et puis les élections européennes. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous en colère, ils votent tous RN, ça va plus. Donc on fait des reportages, on fait des colloques, on fait des émissions, on fait des débats. Et puis derrière, qu'est-ce que nous on voit quand on est sur le terrain, quand on est élu local? On voit cette agence du Crédit Agricole qui annonce leur fermeture pendant l'été. Alors vous allez me dire c'est pas grave. Ils pourront aller 10 km plus loin, c'est pas un problème. Sauf que nous, on a un département immense. Pour un agriculteur, vous vous rappelez, ils étaient en colère, il me semble, il y a quelques mois. Alors, ils disent c'est compliqué, les paperasses, votre vie de tous les jours, etc. Pour eux, ça peut vouloir dire, dans un département comme le mien, quand on est en plein milieu du COS, faites une demi-heure pour aller voir le conseiller, une demi-heure pour revenir au prix du carburant actuel. Pour un commerçant, un artisan, ça veut dire prendre le temps d'aller déposer des chèques dans la commune un peu plus loin. Pour une personne âgée et dépendante, c'est pas un détail. Non, quand on est dépendant, quand on peut pas aller tout seul, prendre la voiture, etc. Ça veut dire qu'on est dépendant souvent de ses enfants. Et entre nous, les enfants, c'est souvent la fille qui va s'occuper à la fois de ses propres enfants et de ses parents. Donc pour nous, c'est pas un détail. Après, si on est un certain nombre, je salue mes collègues du département, etc., qui sont en lutte pour défendre nos agences du Crédit Agricole, on doit aussi se dire la vérité. Derrière le Crédit Agricole, on lui tape dessus, mais c'est le seul qui reste. Les autres agences bancaires, elles sont parties. Et les services publics sont partis. Quand la perception est partie dans nos villages, quand les impôts sont partis, les gens, faut pas croire, ils étaient plutôt tristes de voir les impôts partir, ils auraient bien voulu qu'ils restent. Donc si nous, on montre pas l'exemple, service public, État, pouvoir public, on aura l'air malin d'aller râler derrière le Crédit Agricole. Donc voilà, c'est un ensemble de choses dont il faut parler. Je vous remercie de nous permettre de le faire ici. C'est assez rare. Parce que voilà, si on laisse partir ces services publics et privés, il faudra pas s'étonner que, comme vous le dites, derrière des villages. C'est un village que j'ai connu, mais je vais régulièrement, mais ça m'a frappé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, les gens ne sortent pas, c'est des villages qui vieillissent en plus, et c'est effarant, de voir qu'il n'y a plus d'épicerie, qu'il n'y a plus de boulanger. C'est effrayant. Mais en plus, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que on voit bien dans toutes les études, et nous on le voit dans nos villages, on a des jeunes couples qui reviennent, qui veulent s'installer. Simplement, ils veulent quoi? Il faut qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait un distributeur. Bon voilà, il y a tout un tas de services, et si on les perd maintenant, on va rater ce virage, qui est en fait un virage assez important démographiquement, de repeuplement des campagnes. Moi, j'y crois beaucoup, j'en parle dans le livre. On a tout. Enfin, vous êtes allé sans doute à la campagne cet été. Enfin, vous voyez la qualité de vie qu'on peut avoir. Mais vous avez des maisons. Moi, je parle du centre de la France. Vous avez des maisons à rien du tout, à 20 000 euros, à 30 000 euros. Mais sauf vous êtes parents, vous avez des enfants, vous pouvez pas. Il n'y a pas de service, il n'y a rien. Donc vous êtes obligé d'être en voiture tout le temps. Enfin, c'est, je sais pas, Alex. Non, mais moi, je suis citadin. En plus, je suis né à Paris. Donc, je vous remercie de parler de ça parce que c'est vrai que sur votre plateau, on en parle souvent, Valérie. Et il y a une déconnexion entre les gens qui vivent dans les villes et les gens des territoires urbains. On comprend pas, on justifie le fait que des Français votent Rassemblement National et tout, mais c'est le seul parti aujourd'hui qui en parle de cette déconnexion. C'est un village qui vote Rassemblement National, alors qu'il n'y a pas d'insécurité. Et la réalité, elle est là, les partis nous parlent. Moi, je vais vous dire, ce qui me rend fou, c'est de voir, et je le dis souvent, de voir tous ces jeunes manifester sur la place de la République pour des sujets qui sont, effectivement, ils sont importants. L'écologie, c'est important. Ce qui se passe à Gaza, c'est important.
d'une certaine manière aussi peut-être, mais en tout cas on parle jamais de ces gens des villages, on ne parle jamais de cette déconnexion et de cette relation qui est complètement tuée entre nous les grandes villes et les petits territoires. Et quand vous voyez les résultats et la répartition des votes pendant les européennes et les législatives, vous voyez qu'il y a un fossé entre tous ces Français. Le fossé, quand on dit la fracture sociale, elle est vraiment là, voilà, vraiment là. Mais on va en reparler parce que c'est important de le dire et ça sort des sujets moutonniers dont on parle dans l'actualité. Je pense que vous aurez des choses à dire, mais on doit marquer une pause parce que c'est l'heure des infos. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble toujours pour nos débats avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube pour votre chaîne de débat politique Les Indécis. Et on vous retrouve également le vendredi face à Éric Tegner dans La Vérité en face chez Patrick Roger entre 9h et 10h. Rémi Branco, vous êtes vice-président du département du Lot. Vous avez publié Loin des villes, loin du cœur. On en parlait, on va y revenir. On va revenir sur ce que vous disiez aux éditions de l'Aube. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, et Joseph Taillefer, vous êtes auteur, conférencier et secrétaire général de Plast Alliance, et vous avez publié Plastic Bashing, l'intox, qui est paru aux éditions du Cherche Midi avec une préface de Sophie de Menton, et ça va être même traduit en anglais. Tout à fait, voilà. Fin novembre. Allez, on va parler de la destitution d'Emmanuel Macron que souhaite la France insoumise. Le PS soutient le débat mais ne votera pas le texte. De moins en moins de Français se disent de gauche. C'est une enquête, un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. On va parler du parachutage électoral. Bref, beaucoup de sujets avec vous ce matin. On va revenir quand même sur votre coup de gueule, Rémi, parce qu'il est important et qui touche aussi beaucoup de nos auditeurs, à savoir ce décalage entre les grandes villes et la ruralité, comme on dit, qui se meurt. Peut-être une réaction aussi de votre part, Benoît Perrin. Non, difficile de ne pas souscrire à ce que dit Rémi. Effectivement, pour qui est allé en vacances un peu à la campagne cette année, c'est incroyable. On a l'impression que d'une année sur l'autre, un commerce ferme par village qu'on visite. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'on se souvient de cette histoire des gilets jaunes avec cette affaire d'augmentation du carburant, où on sentait vraiment une déconnexion entre les élites qui disaient globalement il faut taxer parce que l'enjeu c'est l'avenir de la planète, et de l'autre côté des gens qui vivent et qui du coup ont besoin de leur voiture pour circuler. Et du coup, c'est toujours un peu gênant de voir cette déconnexion. Après, en termes de solutions, c'est sûr que l'enjeu de la santé est un enjeu vraiment primordial. On voit mal les gens continuer à vivre correctement sans des centres de santé. Et au-delà de la santé, l'histoire des services publics, moi je suis un peu surpris qu'on n'ait pas eu l'idée, en gros, d'utiliser, à mon avis, le service public qui a l'habitude de recevoir du public à longueur de temps, dont on veut absolument pas qu'il ferme, c'est les bureaux de poste. En fait, j'aimerais vraiment que les bureaux de poste, puisqu'on voit que le colis chute, et en fait, je crois qu'on devrait transformer les bureaux de poste en un centre d'accueil administratif sur toutes les problématiques d'impôts, de taxes justement, puisqu'on va en parler juste après. Voilà, de soucis de la vie quotidienne avec des postiers qui sont, enfin des agents de la Poste qui sont vraiment formés à quasiment toutes les problématiques, y compris les problématiques bancaires. Et j'aimerais vraiment qu'en fait les bureaux de poste deviennent finalement demain les centres une espèce de relais de l'administration dans les territoires. Ouais. Pour vous? Ce qui a été évoqué, en fait, c'est toute la crise de l'industrie que nous vivons, c'est-à-dire le manque d'attractivité. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ont des commandes et qui n'ont pas de personnel pour recruter. Aujourd'hui, il y a la plupart des usines, l'immense majorité des usines françaises sont situées à la campagne. Vous n'avez pas des usines en plein centre-ville. Et aujourd'hui, on se retrouve. Alors, ça peut plaire ou déplaire, on va dire, suivant les tendances politiques. Mais aujourd'hui, on a recours effectivement à ce qu'on appelle de l'immigration choisie, parce que vous avez du personnel qualifié qui vient, par exemple, de Tunisie ou du Maroc. Et quand ils arrivent eux à la campagne, ils estiment qu'ils sont au paradis. Donc, je veux dire, pour eux, il n'y a aucun souci pour venir travailler. Ils viennent bosser. Mais par contre, des candidats, on va dire, locaux, qui soient français ou même d'origine étrangère, mais qui sont déjà sur le sol français depuis un moment, ils n'ont pas envie, en fait, d'aller bosser à la campagne. Ils veulent rejoindre la ville. Et ça nous pose vraiment de graves problèmes aujourd'hui, parce qu'on a vraiment un problème pour pouvoir répondre aux demandes qui sont là. Ouais. Une auditrice me dit, moi, là où je suis, il y a 2 médecins, des infirmières, dentistes, kinés, psychologues, crèches. Bah oui, c'est ce que je lui demande. Martine, si vous nous écoutez, dites-nous où vous habitez, parce que c'est quand même assez rare. Vous dites village, je pense que c'est une petite ville plutôt, mais village. Vous voyez, le problème dans tout ça, c'est qu'on vient de parler d'économie et c'est très important, mais moi, je reste convaincu que tout reste politique malgré tout. Quand vous entendez, et on va en parler dans quelques secondes, les Français qui se sentent
entendre de moins en moins de gauche, mais vous entendez le leader du parti de gauche qui fait le plus de voix dire qu'il faut délaisser une partie de la population parce que ce n'est pas intéressant électoralement. C'est ce qu'il a dit Jean-Luc Mélenchon, qu'il fallait s'intéresser aux quartiers populaires et aux plus jeunes. Comment vous voulez après qu'on puisse s'intéresser effectivement à ces petits villages, à ces gens qui vivent un peu en retrait de la société? Et c'est un choix de vie. Et moi j'ai des cousins qui ont fait ce choix-là. Et quand je vais les voir, je suis ravi d'aller les voir. Mais de plus en plus, ils vous disent on est complètement délaissé et abandonné. Et quand vous avez des leaders politiques qui vous disent c'est pas intéressant, leur voix ne compte moins, peut-être qu'elle compte, mais elle compte moins, c'est pas rassurant pour l'avenir. Bien sûr. On va continuer dans nos débats. Benoît, c'est un coup de gueule. Alors contre les maires. Effectivement, contre les maires qui passent leur temps à dire chez moi j'ai pas augmenté la taxe foncière. Ouais. Juste pour rappeler le mécanisme de la taxe foncière, c'est vraiment très simple. Vous avez une part qui est basée sur l'inflation et une part qui est décidée au niveau des collectivités. La part qui est annexée sur l'inflation, elle augmente du coup de 3,9% cette année. Donc dans toutes les communes, les propriétaires vont payer au moins 3,9%, vont subir une augmentation d'au moins 3,9%. Et puis vous avez des maires ensuite qui ont le choix, soit ils votent une augmentation, soit ils votent une baisse, soit ils stabilisent les taux, ce qui est à peu près le cas dans à peu près 81% des communes cette année où les taux vont rester similaires. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est que les maires disent, vous voyez, chez moi, j'ai pas augmenté les taux, mais enfin, en revanche, ils sont bien contents de bénéficier de l'augmentation de 3,9% décidée au niveau national, argent qu'ils vont encaisser. Donc moi, j'ai envie de mettre au défi les maires qui disent, dans ma commune, la taxe foncière, n'a pas augmenté. Eh ben, je vous propose, puisque l'augmentation est de 3,9% au niveau national, de baisser vos taux à hauteur de cette augmentation pour pouvoir dire, les yeux dans les yeux à vos concitoyens, vos administrés, dans ma commune, non, on n'a pas augmenté la taxe foncière. Réaction? Non, c'est un vaste débat. Parce qu'il y a la taxe foncière, il y a la taxe d'habitation aussi qui a été supprimée. Je crois que c'était une erreur. Je crois que, il faut prendre les collectivités pour des adultes, pour des collectivités adultes. Et le fait que on ait réduit leur marge de prélèvement de l'impôt et que on leur dise, parce qu'au final, comme Bruno Le Maire dit, il y a des dérapages dans les collectivités, mais c'est insultant. Parce que franchement, au quotidien, c'est bien des collectivités qui se serrent les coudes et qui surtout serrent les dépenses parce que voilà, on doit être à l'équilibre. C'est quand même des départements, c'est quand même des communes, etc. Donc moi, je pense qu'il faut passer un peu à l'âge adulte, donner la possibilité aux collectivités de prélever l'impôt comme elles le souhaitent, et ensuite les citoyens jugeront. S'ils ont trop d'impôts et qu'en face ils trouvent qu'il n'y a pas le service qui va avec. Mais responsabiliser absolument les élus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement depuis plusieurs années, vous avez une espèce de recentralisation de l'impôt, et aujourd'hui c'est l'État qui collecte l'impôt plus que les collectivités. Et donc du coup les collectivités sont presque sous perfusion en fait de l'argent transféré par l'État. Beaucoup de frustration, d'incompréhension des habitants et derrière de colère. Alors Stéphane nous dit, quand les communes refont la route pour voir passer le Tour de France, voilà votre taxe foncière. Karine, elle nous dit qu'elle est dans l'Aube, dans un village de 1200 habitants, qui a une boucherie, une boulangerie, une supérette, un médecin, une pharmacie, un cabinet infirmier. Et Martine qui nous disait également qu'il y avait une ville, elle est dans le Tarn, dans un village, 1270 habitants. Donc, non mais heureusement qu'il y a des villages et des communes qui vivent, dans lesquels il y a des commerces, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui un assèchement qui profite à certains bourgs au détriment des autres. Ouais. Et voilà, il y a des inégalités au sein de la ruralité. Moi, je peux vous prendre des exemples que Jérôme Fourquet cite dans son étude de l'IFOP. J'ai 2 villages, Puy-l'Évêque et Prayssac. Il y en a un qui est magnifique, mais qui est en pente et qui se casse la figure au niveau de l'offre commerciale. L'autre qui est plat, qui a un patrimoine moins exceptionnel, mais où c'est plus facile de construire. Mais il y en a un qui se développe à fond, avec une maison de médecins, plein de médecins, des commerces, l'autre qui se meurt. Les deux avaient voté François Hollande 57% en 2012. 10 ans après, c'est 60% pour le RN d'un côté, et de l'autre, ça se distribue entre Macron, la gauche. Voilà, il y a pas de secret. Il y a des déséquilibres aussi au sein de la ruralité. Et qu'est-ce que vous pensez des maisons France Service ? Alors, je pense que, honnêtement, c'est une bonne chose. Heureusement qu'on les a faites, parce que ça rend, pour le coup, pas mal de services aux habitants. Il y a encore du boulot pour y amener des personnes dépendantes, des personnes âgées, etc. Mais moi, ce que je crains, c'est que ce soit finalement un peu le prétexte et l'excuse pour pas faire autre chose. Ouais. C'est quelque part, on fait des lignes TGV, leur train du quotidien, on s'en fout. On met des CHU, les déserts médicaux, c'est pas grave. Mais de toute façon, ils ont France Service, tout va bien. Moi, il y a ce côté où on fait quelque chose et on part du principe que ça suffit pour régler tous les problèmes. Moi, ça me pose un souci, pour le coup, de vérité, de langage de vérité aux Français. Joseph, est un coup de cœur pour une émission de télé. C'est un coup de cœur parsemé aussi un petit peu de quelques coups de gueule. C'est l'émission d'Hugo Clément d'hier soir sur Le Front concernant la face cachée, on va dire, de l'industrie du carton. Alors,
Et il y a des éléments beaucoup d'éléments d'ailleurs qui ont été évoqués, qui ont. C'est plastique contre carton, c'est ça? Alors, moi je suis pas pour la guerre des matériaux justement, mais ce que je me rappelle, c'est à l'époque justement, et le plastic bashing, je dis pas qu'il a disparu, mais on va dire au temps fort, l'industrie du carton, on va dire, n'a pas eu l'élégance, on va dire, de dire, écoutez, on va être solidaire avec nos amis du plastique. Sauf qu'à l'époque, moi je leur avais dit, j'ai eu des interventions notamment au Conseil national de l'emballage qui regroupe l'ensemble des matériaux et pas que le plastique, mais il y a aussi le carton, l'alu et le verre. Et j'ai dit, vous serez les prochains. J'ai dit, aujourd'hui, vous avez des attaques, on va dire, contre la croissance. Moi, j'utilise moi-même du carton dans le quotidien. C'est pour des déménagements. Je suis pas contre le carton. J'utilise de l'aluminium. J'utilise aussi du verre. Et j'utiliserai bien entendu du plastique. Et aujourd'hui, effectivement, alors des éléments qui ont été apportés en disant oui, le carton est moins écologique en fait que le plastique sur le bilan CO2, c'est vrai. J'ai envie de dire, c'est pas un mensonge. Mario Draghi d'ailleurs dans son rapport avait indiqué que le plastique était le matériau qui émettait le moins d'émissions de gaz à effet de serre, on va dire par rapport à tous les autres. Que le fait que le carton utilise de l'eau, que le carton effectivement a des problèmes. Mais le coup de gueule surtout, et ce que je constate, c'est que ce qu'on a reproché, on va dire, au plastique, on le retrouve en fait au carton, c'est-à-dire qu'on a un problème viscéral en France dans la gestion des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le plastique n'est pas bien recyclé, que le carton, apparemment, tout n'est pas recyclé ici. Et en l'occurrence, là, sur ce point de vue-là, il y a aussi un petit peu les collectivités, il y a aussi l'État, il y a aussi les services des entreprises qui gèrent justement les gestions des déchets qui ont cette responsabilité-là. Et j'espère que cette émission, en tous les cas, va faire prendre en compte qu'on n'est pas dans un problème de matériaux, mais qu'on est dans un problème beaucoup plus large, dans lequel il faut vraiment une politique vraiment environnementale stable et surtout circulaire, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de la destitution d'Emmanuel Macron et puis du prix de la dissolution. J'ai vu ça dans Contribuables associés, je pense que vous allez tomber de l'armoire. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Allez, on continue d'avancer dans nos débats. Juste avant de vous donner la parole, Alex, moi je voudrais avoir une pensée pour toutes les proches des victimes de Charlie Hebdo, puisque le procès de Peter Sherif se tient en ce moment même. Ça a commencé hier devant une cour d'assises spéciale. C'est l'un des complices des frères Kouachi. Il aurait même facilité l'accès au groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique d'un des frères Kouachi. Il a été arrêté et donc il est en train d'être jugé, mais il a refusé de prendre la parole. Et je pense à toutes les familles des victimes qui se retrouvent avec un nouveau procès à revivre ces moments pénibles et douloureux. Et il a perpétré des attentats au Yémen. Je pense que c'est important de dire qu'il y a ce procès qui se tient et donc il refuse de parler. On va suivre ça va durer un certain temps. Vous, Alex, c'était un coup de cœur. Un coup de cœur. Pour changer un petit peu. Oui. Non, mais rapidement, c'est juste que j'ai été ébloui, émerveillé. Parce que je vois coup de gueule, donc je pense que c'est un peu ironique. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon C'est vraiment un coup de cœur touché par Axel Saint-Firel sur la Axel Saint-Firel qui est une mezzo-soprano qui a chanté la Marseillaise. Oui, pendant la cérémonie d'ouverture. Samedi et la cérémonie de clôture aussi. Samedi, et j'ai été vraiment impressionné. J'ai trouvé la Marseillaise magnifiquement chantée et je voulais juste lui faire un clin d'œil parce que c'est vrai que je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas, en avaient marre des Jeux Olympiques alors que j'ai adoré. Moi aussi. Voilà. Non mais j'ai adoré, puis j'ai dit c'est bon, c'est passé les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, on va pas non plus faire une cérémonie pour remercier tout le monde et puis après on va remercier tout le monde qui a remercié tout le monde, mais j'avoue que franchement la cérémonie de samedi était superbe et cette chanteuse mezzo-soprano originaire des Outre-mer qui a chanté la Marseillaise mais magnifiquement bien, c'est aussi ça la France et je voulais faire un clin d'œil là-dessus. On l'a un peu déglingué hier la cérémonie en disant que c'était un peu moi j'ai adoré. Un peu un hommage de Macron à Macron avec qui ne saute pas n'est pas français. Voilà, qui ne saute pas n'est pas français. Bon, on est toujours gna gna gna. Non mais voilà, c'est pas. Non mais parce qu'on m'avait mis sur ma feuille coup de gueule contre Villepin à la fête de Lima. Je peux vous le faire aussi. Alors avec grand plaisir. Le coup de gueule contre Dominique de Villepin, mais ça, franchement ça va ouvrir un peu votre débat d'après sur les Français ne se sentent plus de gauche. En même temps c'est normal quand vous avez Dominique de Villepin qui débarque à la fête de l'humanité samedi après-midi pour donner un discours et se faire acclamer par des gens qui ont hué François Ruffin juste avant, très objectivement vous comprenez que les Français se sentent de moins en moins de gauche. Dominique de Villepin, ce qu'il a fait samedi mais ce qu'il fait depuis quelques jours, c'est honteux, c'est scandaleux. Il va à la pêche aux voix, je sais pas quelles sont ses ambitions, mais parler de destitution quand on est quand même celui qui a fait la destitution en 1997, qui a foutu Jacques Chirac entre guillemets dans le pétrin en 97 et dire
venir donner des leçons 20 ans plus tard en disant fallait pas la faire. Bon, déjà je trouve ça un peu maladroit, c'est un mot même plutôt gentil, mais son discours sur Gaza, derrière, où il donne son avis sur ce qui se passe à Gaza, alors qu'on connaît quand même ses liens avec le Qatar, où il parle de 40 000 morts sans jamais citer le fait que ce soit des chiffres du Hamas. Pour lui, il y a 40 000 morts. Il emploie le mot de vengeance pour parler de ce que fait l'État d'Israël. On est dans une guerre, on peut en parler de cette guerre, et c'est même important d'en parler parce que certainement qu'il y a des lois qui ne sont pas respectées par l'État d'Israël dans cette guerre. Mais c'est une guerre, ce n'est pas une vengeance. Vous avez le 7 octobre dernier, dans quelques semaines, on commémorera l'année de ce drame atroce. Vous avez un ancien Premier ministre qui quand même déambule dans la fête de l'humanité aux côtés de Salah Hamouri. Vous savez qui est Salah Hamouri? Salah Hamouri, il est quand même membre du FPLP, qui est un mouvement terroriste accusé d'avoir organisé, d'avoir imaginé l'assassinat d'un rabbin, du grand rabbin d'Israël en l'occurrence. Et vous avez un ancien Premier ministre qui va parler, qui va rigoler avec des gens qui sont là, qui disent qu'ils sont pas fascistes devant François Ruffin. Franchement, pour moi, tout ça c'est lunaire. Donc ça, c'est un vrai coup de gueule parce que je trouve qu'il dévalorise la politique, cet homme aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai l'impression que Dominique de Villepin, on ne sait plus l'habite depuis un moment, donc je pense pas que ce soit une droitisation en l'occurrence. Je pense que c'est plutôt une gauchisation de Dominique de Villepin depuis très longtemps. Moi, je me souviens de Dominique de Villepin, quand il était en guerre contre Sarkozy, il allait draguer les quartiers populaires. On le voyait en banlieue, en étant l'incarnation de l'anti-Sarkozy. Donc moi, je pense que Dominique de Villepin, depuis très longtemps, en fait, il déteste tellement la droite qu'il devient de gauche. Mais je suis d'accord avec Alex, ça en dit long aussi sur la gauche. Parce que la gauche, Dominique de Villepin, c'est à la fois Gaza et c'est aussi le contrat première embauche. Moi, je fais partie de la génération qui a grandi quand même dans des manifs où on critiquait ce contrat première embauche où des jeunes allaient être embauchés dans des conditions bien pires que les autres. 2 ans de période d'essai. C'est quand même 2 ans de période d'essai. Oui, vous avez raison de le rappeler. 2 ans de perdu. Et quand même que la gauche se dise entre sa position sur Gaza et la position sur le contrat première embauche, c'est une position sociale, on oublie les questions sociales et on va sur Gaza et c'est notre Dieu vivant, on l'applaudit tous et on siffle Ruffin, mais ça en dit très long sur ce que sont devenues les priorités de la gauche aujourd'hui, à qui elle parle, à qui elle veut parler et qui elle défend dans ce pays. Moi j'ai rien contre les prises de position qu'on peut avoir sur effectivement ce conflit-là, mais parler à ce point du conflit et oublier à côté les questions sociales, et notamment par rapport aux jeunes, et on voit leur situation aujourd'hui, pardon, mais ça en dit long sur ce que devient la gauche. Oui, vous voulez réagir, Joseph? Je pense que la sympathie peut-être qu'il peut susciter, on va dire, auprès du Moyen-Orient ou des populations peut-être du Maghreb, c'est quand même son fameux discours contre l'intervention en Irak. Je pense que à partir de ce moment-là, peut-être effectivement, il recherche peut-être un de nouveaux clients électoraux, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi je garde le souvenir de Dominique de Villepin qui a dit non à la guerre, et je vais rester sur ce souvenir-là et oublier, on va dire, la suite de ce qu'il a fait ensuite. Quand vous le voyez aujourd'hui, il est même physiquement, il écume, moi je le sens assez haineux dans sa manière de s'exprimer. Non mais on peut pas oublier, Joseph, ce qu'il dit avant-hier. Il a dit non à la guerre à l'Irak. Tout le monde sait que c'est Jacques Chirac qui a dit non à la guerre à l'Irak. Faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est Jacques Chirac qui a dit non à la guerre en Irak en 2001. Dominique de Villepin, il a eu le bon rôle à ce moment-là. Rappelez-vous. Et il fait son discours à l'ONU. D'ailleurs, il y a un très bon film qui le raconte, qui est d'Orsay, qui est tiré d'une BD, qui est exceptionnellement interprété par Thierry Lhermitte. Et je pense que c'est intéressant à regarder des années plus tard pour comprendre qui est Dominique de Villepin, parce que c'est inspiré de Dominique de Villepin. Mais aujourd'hui, Dominique de Villepin, il a complètement basculé. Et il parle d'Emmanuel Macron, mais excusez-moi de le dire, Dominique de Villepin, il n'a aucune colonne vertébrale. Quand vous l'entendez dans des interviews, il parle plus jamais de social. Parce qu'il en a très peu parlé. Quand il en a parlé, effectivement, vous l'avez dit en 2006, les Français, les jeunes Français, et j'en faisais partie aussi de cette génération, étaient dans la rue pour dire qu'on n'était pas d'accord. Voilà, parce que c'était 2 ans de perdu, parce que vous ne progressiez pas pendant 2 ans dans son idée. C'était le début la guerre entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Il y a eu l'affaire Flashstream derrière sur Dominique de Villepin. On pourrait revenir sur la carrière politique. Et une dernière chose, Dominique de Villepin, il donne des leçons à tout le monde, mais il n'a jamais été élu. Jamais. Non. Jamais. À aucun moment. Il a été nommé au Quai d'Orsay, il a été nommé Premier ministre. Mais il n'a jamais affronté le suffrage. Et par contre, il a conseillé à Jacques Chirac de faire la destitution en 1997. Ça a permis à la gauche d'arriver aux responsabilités. Donc l'alternance a toujours du bon d'une certaine manière. Mais en tout cas, beaucoup de leçons pour pas grande carrière. Et ça nous amène effectivement sur l'étude IFOP. Alors c'est pour l'humanité, c'est pas pour Fiducial et IFOP Opinion. Donc aujourd'hui, de moins en moins de personnes se déclarent de gauche. 44%
43%, contre 43% en 2023, et et à droite, ceux qui se considèrent de droite, 56%. Donc on a une France qui se dit à droite. Quand on les interroge, c'est pour l'humanité, c'est l'humanité qui donne ce chiffre. Mais c'est quoi être de gauche? Moi, je viens du Mans, j'en parlais avec Rémi tout à l'heure. Le maire, c'est Stéphane Le Foll. Bon, moi, j'ai pas le sentiment d'être dans une ville plutôt à gauche ou même plutôt à droite. On va dire, c'est quoi la gauche aujourd'hui? Est-ce que la gauche, c'est ceux qui sont contre la réindustrialisation, contre la croissance? Là, en l'occurrence, on va dire, il y a plusieurs gauches. Vous avez le Parti communiste qui a quand même encore gardé un petit peu ce souci des travailleurs et des ouvriers. Vous avez une autre gauche qui en l'occurrence l'a oublié. Moi, quand François Hollande était aux manettes, je veux dire, moi j'estimais que c'était un président qui était plutôt libéral et qui n'était pas forcément, on va dire, totalement à gauche, mais qui convenait, on va dire, au niveau entreprise. Donc aujourd'hui, la gauche et l'image qu'elle donne aujourd'hui, c'est effectivement les discours de haine et peut-être l'antisémitisme qui ressort. C'est des attaques contre l'économie, contre l'industrie et l'idéologie. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une grande refondation de la gauche effectivement à mener pour retrouver ses lettres de noblesse. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de la destitution et de bien d'autres sujets. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous parlions de ce sondage IFOP pour l'humanité qui fait état d'une séquence politique assez, dans une opinion politique assez particulière, donc malgré la victoire du Front populaire, j'allais dire du Front national, du nouveau Front populaire aux élections législatives, il y a toujours aujourd'hui moins de personnes qui se déclarent de gauche que de droite. 56% se déclarent de droite contre 44% de gauche, mais il n'y a jamais eu autant de personnes de gauche qui se déclarent fières de l'être, 74%, et qui considèrent que la gauche peut gouverner sans se renier, 81%. Vous vouliez réagir? Oui, moi cette étude elle m'intéresse et j'aimerais la voir dans le détail, j'ai pas encore pu le faire, parce que je pense qu'il doit y avoir des écarts assez importants, en particulier entre territoires. Moi je suis convaincu qu'on a dans les centres-villes des métropoles et dans les quartiers populaires des métropoles, beaucoup de Français qui se disent de gauche, qui se sentent de gauche, parce que la gauche leur parle. Si vous prenez dans mon village de 1850 habitants, des gens que je vais croiser au café, au marché, où vous voulez, au loto, qui vont me dire je me sens de gauche et je suis fier de l'être, là j'en ai plus du tout. C'est-à-dire que là par rapport à il y a 10 ou 15 ans, ces gens-là ils ont disparu. Et ce que tu disais Alex sur Mélenchon, c'est symptomatique de ça. Quand il explique plutôt à une militante insoumise l'importance des quartiers populaires et la jeunesse. Mais au moins il est honnête. Et le reste, il dit, je cite, le reste, laissez tomber. Il faut parler à ceux qui ont besoin d'une politique de gauche. Mais c'est scandaleux. C'est une insulte, d'une part, à tous ces territoires dont effectivement il se fout. C'est une insulte aux militants et aux élus locaux de gauche qui se battent tous les jours pour dire à nos voisins, à nos cousins, parfois à des membres de notre famille, mais laisse tomber Marine et Jordan, c'est une arnaque, c'est pas eux qui vont te sortir de tes problèmes. Mais ça, il en a rien à faire. Et c'est une insulte par ailleurs. Enfin, c'est un mépris, une méconnaissance de ces territoires. De quoi on a besoin dans ces territoires? De services publics, tu l'as dit. On a besoin d'un hôpital qui fonctionne, de médecins, d'une école qui tient debout, de classes qui arrêtent de fermer. On a besoin d'investir dans une agriculture, de l'agroécologie, etc. C'est la gauche qui va défendre ça. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sondage, il est intéressant parce que je pense que s'ils se sentent pas forcément de gauche, en réalité, au fond d'eux, les valeurs de gauche, ça les dérange pas, au contraire. Et aujourd'hui, si on regarde les statistiques, les résultats des élections législatives, c'est clair. On n'a que 31 députés du NFP qui sont issus de zones rurales. C'est QFD. Donc si la gauche, maintenant, son choix stratégique, c'est de dire on laisse tomber les campagnes, on mise sur les quartiers, les centres-villes des métropoles, faudra pas s'étonner. Cette étude-là, on la trouvera plutôt bonne dans quelques années parce que le score baissera encore plus dans nos territoires. Benoît, si je veux être un peu taquin, je demanderai à Rémi, mais alors si vraiment Mélenchon c'est l'horreur et les stratégies du NFP sont très mauvaises, pourquoi vous avez fait alliance avec vous, avec eux? Je veux dire, je comprends pas. Franchement, si c'est la catastrophe. Et ce que dit Mélenchon, il le dit déjà depuis des années. Donc je comprends pas pourquoi. C'est pas nouveau. Voilà, il y a rien de nouveau sous le soleil. Donc pourquoi cette alliance? Premier point. Deuxième point. En fait, je crois que on parle de droitisation des Français, et quand on regarde l'enquête, en fait, on voit que donc en 2024, ils sont 44% à se dire de gauche, mais il y a 10 ans, donc en 2014, ils étaient 47%. Donc c'est pas un effondrement, on est passé de 47% à 44%. Troisièmement, ça dépend. J'ai l'impression que ça dépend un peu de quoi on parle. Si on parle des sujets un peu sociétaux, moi j'ai plutôt l'impression que la France va plutôt vers la gauche, que ce soit sur l'IVG, que ce soit sur les sujets du mariage pour tous, que ce soit sur la déchristianisation globale de la France. Moi, j'ai l'impression que sur ces sujets-là, ça va plutôt à gauche. Sur le sujet économique, sur une société, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Sur le sujet économique, je suis plutôt partagé.
Parce qu'on voit que la valeur travail est plutôt dévalorisée, je crois, à cause des 35 heures, à cause du Covid par exemple. Et en revanche, on sent qu'il y a de plus en plus de Français qui sont exaspérés par le fait de payer beaucoup d'impôts et qu'on ne s'attaque jamais à la dépense publique. En revanche, et c'est là où je vois plutôt une droitisation de la société, c'est sur le sujet régalien. Sur le sujet de sécurité, sur le sujet d'immigration, il est évident que le balancier est plutôt vers la droite. Donc autrement dit, puisqu'on a un retour en force des sujets régaliens, oui, c'est vrai que la France se droitise. En revanche, sur les autres sujets, j'ai vraiment pas l'impression. Ouais. Aujourd'hui, de toute façon, la priorité, c'est la sécurité, c'est effectivement la sécurité des citoyens. Et je pense qu'effectivement, les sujets, on va dire, sociétaux sont secondaires aujourd'hui. Mais encore, j'ai envie de dire, on a à quelle gauche quand je vous entendais parler, cher Rémi, c'est François Ruffin, quoi. On est sur les positions de François Ruffin là-dessus. Mais on va dire, on a des gauches maintenant, ce que disait, on parle de Manuel Valls, on a des gauches irréconciliables. Ouais. Et là, je crois qu'on en a une grande mosaïque à ce sujet. Absolument. Juste simplement pour répondre, et je vais le faire à la place de Rémi, sur pourquoi Alliance. Enfin, il y a quelque chose qu'on oublie quand même, et dont personne ne parle dans le débat, et je suis assez surpris. Enfin, pour moi, c'est une opportunité aussi. Enfin, vous avez des élections européennes où le Parti socialiste a fait un score avec plein d'autres mouvements qui étaient très importants. Mais le Parti socialiste, il s'attendait pas à avoir 2 autres élections derrière. Non, économiquement parlant, c'était pas viable. Hein. Enfin, et ça, personne n'en parle. Ouais. Et donc, moi, j'ai une théorie, mais je peux me tromper, et je comprends pas qu'on la mette pas plus en avant. C'est aussi que le Parti socialiste ne pouvait pas faire une deuxième campagne derrière, économiquement. On n'allait pas lui prêter d'argent. Voilà. Il faut en parler. Alors que la France insoumise est très solide économiquement. La France insoumise, il faut savoir, ils ont leur siège propriétaire en plein Paris. Les banques leur prêtent. Ils étaient capables d'assumer 2 tours d'élections législatives derrière et de pouvoir accompagner une campagne. Et c'est pour ça qu'ils ont pris le leadership derrière. Et c'est aussi ça la politique. Le nerf de toute entreprise, et vous le savez, c'est l'argent. Voilà. Et je pense qu'il faut quand même en parler de ça. Alors, ma théorie, je suis d'accord avec toi, Alex, certainement sur les sujets budgétaires. Mais néanmoins, ma théorie, elle est peut-être plus cynique, c'est qu'en fait, ils ont fait ça uniquement pour avoir des places. Et d'ailleurs, ça a payé puisqu'ils ont fait quasiment plus, je crois que c'est plus 100%. Alors, c'est pas que cynique. C'est pas que cynique. Bon, moi, j'ai été candidat dissident en 2022. Donc, on peut pas m'accuser. J'étais opposé à la NUPES à l'époque. Et donc, j'ai été candidat et j'ai fait quasiment 17%. Alors que, voilà, sur mon seul nom, j'étais soutenu par aucun parti. Aujourd'hui, on se retrouve dans quelle situation? Il y a une tripartition. Il y a un RN qui est aux portes du pouvoir. Si en juin, la gauche n'avait pas fait l'union, le RN n'était pas à ce niveau-là de députés. Il était à 1/3 de députés en plus. Donc à ce moment-là, la gauche se réunit sur l'essentiel. Et ça amène à une autre question qui est le mode de scrutin. Oui, mais... Parce que c'est ce scrutin uninominal à 2 tours qui oblige chacun à faire des alliances. Que ce soit le RN avec d'autres, y compris Ciotti, que ce soit le centre qui fait toutes les alliances possibles pour ramasser autant que possible, et puis la gauche qui se dit, si on fait pas l'alliance, on est éliminé à chaque fois du premier tour. Le débat, il va se poser autrement si on passe à la proportionnelle. Je sais qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée, pas uniquement par le RN, je pense qu'il y aura plusieurs partis, parce qu'il y a plusieurs façons de faire la proportionnelle. Les européennes, c'était une proportionnelle. Quand on donne le choix aux électeurs de gauche de choisir quelle est l'orientation qu'ils préfèrent, on l'a vu aux européennes, ils vont pas vers la France insoumise. Mais donc c'est pas le mode de scrutin qui doit, je crois, dicter vos alliances. Ou alors dans ce cas-là, on met les convictions de côté. Et à ce donc il faut un mode de scrutin qui permette. Mais comprenez qu'on est un peu perplexe de voir autant taper sur Mélenchon que vous avez fait alliance avec eux, et ensuite de voir taper sur Macron alors que vous avez fait aussi une alliance de désistement au deuxième tour. Comprenez la perplexité des Français. Un mot sur ce chiffre de contribuables associés à propos de la dissolution. Alors oui, on a fait qui aurait coûté 178 millions, puisque et ça on l'a vu dans le projet de loi de finances 2024, c'est à peu près 3,64 € par électeur inscrit que coûte une élection législative. Donc oui, on dépense aussi beaucoup d'argent quand on fait des élections. Et j'ajoute un point parce que vous avez parlé des maires, c'est les mairies qui ont pris en charge une partie de ce scrutin. C'est tout à fait vrai. J'ai une amie, Camille Pouponneau, maire de Pibrac, qui a poussé un coup de gueule sur le sujet, mais c'est un scandale. C'est-à-dire c'est une décision de l'État central de provoquer une dissolution et donc des élections, et c'est des maires derrière qui sont déjà étranglés financièrement qui doivent en assumer une partie du coût. Mais il est temps que l'État rembourse le coût de cette élection. C'est pas aux maires de l'assumer. Non, ce chiffre est quand même phénoménal, non ? Ah, c'est très important, mais en même temps, Rémi vient de le dire, la difficulté, c'est que il y a des sujets d'organisation qui sont monstrueux, et surtout, il y a, au niveau des collectivités locales, des gens qui sont assignés au bureau de vote,
qui sont payés du coup en heures sup ou en heures complémentaires. Et donc du coup, d'un point de vue plus l'impression des bulletins de vote, évidemment, c'est très important. Et donc la démocratie a un prix. Mais là, j'aurais tendance à dire, vous dites faut bien payer pour la démocratie. Ça a coûté 28 millions d'euros à l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'en plus, il y a eu en heures supplémentaires, en licenciement des assistants parlementaires. Enfin bref, il y a plein de frais engendrés, effectivement. Mais là, pour le coup, autant sur la dépense publique en manière générale, là, faut juste avoir. L'objectif de cet article, c'est de montrer que la démocratie a un prix. Voilà, c'est juste ça, et que on peut pas comme ça décider une dissolution sans que ça coûte rien à personne. Voilà. Ouais. Non, mais puis il va y avoir beaucoup de licenciements dans les semaines qui viennent sur les conseillers ministériels. Il va y avoir 2000 personnes au chômage d'un coup. Exactement. D'un coup. Ça, c'est important quand même, parce que c'est des gens, des jeunes qui sont là, qui donnent quelquefois, il faut bien le dire, alors c'est pas leur vie au sens militaire du terme, mais leur temps de vie, qui travaillent dans des cabinets, qui du jour au lendemain se retrouvent propulsés dehors et sur le marché du travail, mais c'est la vie. Mais bon, du coup, il y aura peut-être pas beaucoup de CV pour le gouvernement Barnier, parce que c'est pas un CDD, c'est un CDI, mais vraiment très certain. C'est CDI, vous êtes gentil. Indéterminé. C'est un contrat de nouvelle embauche avec un an de période d'essai. Destitution d'Emmanuel Macron, un texte de LFI qui devrait arriver à l'Assemblée nationale, mais personne ne veut voter ce texte. Visiblement, vous aviez un avis sur la question, Rémi Branco. Sur la destitution, bon, j'ai pas tout à fait bien compris la position du Parti socialiste. Ce que j'essaie d'en retenir, c'est que, et je crois que là, pour le coup, on est absolument d'accord, c'est que le débat, il se situe pas au niveau du président de la République. Non. À partir du moment où on décide, où on considère qu'il y a eu un déni démocratique, c'est la position de la gauche, de dire Emmanuel Macron aurait dû nous mêmes prémices de gauche, ce que je crois, et qu'on considère comme le président de la République commet une erreur et un déni démocratique, il faut laisser l'Assemblée en décider. C'est pas Macron qui doit être destitué ou pas, qu'il mette un nouveau gouvernement Barnier, et c'est à l'Assemblée de faire ses choix. Si on considère qu'il faut respecter le choix des Français, on respecte les députés qui sont élus, et c'est à eux de faire leur choix. Et c'est pourquoi j'ai cru comprendre que, et j'en suis heureux, la totalité des députés, en tout cas socialistes, s'opposeront à la destitution. Par contre, ils censureront probablement le gouvernement Barnier. Et ça, c'est une logique, pour le coup, que comprendront les Français. Mais destituer aujourd'hui le président, ça n'a aucun sens. Juste pour expliquer ce qui se passe sur cette destitution. En gros, vous avez le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est réuni ce matin. Vous avez 22 membres dans ce bureau de l'Assemblée nationale. C'est une proposition de la France insoumise, mais pour qu'elle puisse être débattue, cette proposition, il faut que les députés socialistes qui font partie du NFP votent pour le débat. C'est 3 votes. Ils sont 3 socialistes. S'ils ne votent pas, cette proposition ne sera pas débattue. Donc, oui, c'est super, les socialistes au final ne voteront pas cette destitution, c'est génial. Mais là, vous savez, ils font un peu du Macron, les socialistes. En même temps, on va permettre le débat, mais en même temps, on ne votera pas après la destitution. Enfin, comme d'hab, avec les socialistes aussi, c'est pas clair. Voilà, donc. Vous avez suivi Joseph Taillefer ? Oui, tout à fait. Alors, le fait qu'il y ait une proposition de destitution, il n'aura pas été le premier. Il y avait déjà eu, les LR avaient déposé à une époque contre François Hollande. J'ai envie de dire, quelle est la motivation surtout ? C'est-à-dire, quelle est la faute qu'on reproche en fait à Emmanuel Macron ? Et je pense déjà que l'angle d'attaque qui a été choisi, déjà, c'est-à-dire de ne pas, on va dire, désigner Lucie Castet ou quelqu'un issu, on va dire, de Nouveau Front Populaire, en soi, est-ce que c'est une faute ? Je veux dire, ça fait quand même partie des prérogatives du président de choisir qui il veut ou qui elle veut comme premier ministre. Et donc, en l'occurrence, déjà, sur le fond, il y a un problème. Après qu'il y ait un débat là-dessus, j'ai envie de dire, c'est toujours intéressant, on va dire, d'écouter, de regarder, mais je vous cache pas que si, effectivement, on aurait été dans une situation beaucoup plus sérieuse de destitution, c'est quelque chose qui est extrêmement, on va dire, négatif pour le climat des affaires. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de stabilité, ils ont besoin, effectivement, de pouvoir avoir de la visibilité sur ce qui peut se passer. Et c'est surtout, je pense, vis-à-vis de l'international, plus qu'en France, à mon avis, que cette histoire de destitution peut avoir, on va dire, un impact, parce que tout de suite, c'est le mot impeachment, et donc ça résonne un peu à l'américaine, et on a l'impression que c'est quelque chose de très important. Donc ça peut peut-être ruiner un peu notre crédit à l'extérieur, mais au final, à l'intérieur, il y aura très peu de conséquences. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous pour continuer nos débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. D'accord. Valérie Expert. Bon, il nous reste encore des sujets sur la table. J'avais envie de vous entendre sur la proposition du député Jérôme Nourry. C'est un député LR qui veut interdire les parachutages aux élections législatives. Il est lui-même élu de l'Orne et il a déposé une proposition de loi organique visant à interdire cette pratique parce que cela donne une image déplorable
de la politique. Donc le parachutage, on le rappelle, c'est une personne qui se retrouve à être candidat dans une région qui n'est pas la sienne et avec laquelle il n'a aucune attache. Alors vous qui vivez ça. Non, vous n'êtes pas parachuté justement, mais vous connaissez bien ce. Oui, je pense que au Parti socialiste, à l'époque au RPR, etc., on a connu des générations entières d'énarques qui se faisaient parachuter pour prendre les meilleures circonscriptions, être sûr d'être après député, ministre, etc. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, c'est plutôt des députés RN qui sont parachutés. Moi, dans mon territoire, dans ma circonscription, la candidate, personne ne la connaissait. Pour cause, elle n'habitait pas sur le territoire. Voilà. Donc le RN envoie aujourd'hui, pas seulement, mais notamment lui, beaucoup de candidats. Et c'est pas vraiment des énarques. Aujourd'hui, si je dois réfléchir à cette question-là, je crois qu'on a un vrai problème d'attachement au territoire, de connaissance du territoire, avec une génération qui est arrivée en 2017 de députés, il faut se dire les choses, franchement, hors sol. Ouais. Moi, je veux pas faire de démagogie par rapport au parachutage, mais c'est vrai qu'on les voit encore, ces gens qui font semblant de vivre à la campagne, qui font semblant d'y aller un peu le week-end pendant les vacances, qui font 3 cartes postales et qui disent, voyez, je suis du coin, pour justifier une candidature aux élections législatives. Moi, je crois qu'il y a un élément essentiel si on veut retrouver la confiance des Français. Il faut que les députés, moi c'est une proposition que je fais, un député pour être candidat sur une élection législative doit être un élu local. Ouais. Pas simplement pour une question de légitimité, mais parce que quand vous êtes un conseiller municipal d'un village de 500 habitants, quand vous êtes un conseiller départemental, même un conseiller régional, vous voyez les choses un peu différemment. Quand vous allez voter la loi, vous savez à la fois la réalité d'un village, d'une commune, à la fois la réalité pour des collectivités et à la fois après l'intérêt général. Vous avez les deux. Et la politique, c'est ça, c'est savoir concilier des intérêts différents, des visions du monde différentes. Quand vous avez jamais été un élu local à portée d'engueulade des gens, ça donne des députés hors sol qui font semblant de faire une permanence tous les 15 jours, 3 semaines, qui repartent à Paris et qui votent les lois et qui après sont étonnés de se faire battre. Donc voilà, moi je pense que c'est aujourd'hui un préalable indispensable. Je sais pas si c'est dans la proposition de loi, mais moi si j'étais député, je ferais cette proposition. Ah mais Rémi, mais je suis tellement d'accord. Mais alors vous êtes pour le retour du cumul des mandats? Alors non, ce cumul existe. Hein. Non, mais d'accord, mais très bien, mais plus largement. Heureusement. Non, mais plus largement. Moi, je trouvais ça bien qu'un maire puisse être député ou sénateur en même temps. Je suis d'accord. Parce qu'il avait ce rapport à ses administrés directement. Il était, comme on dit, à portée d'engueulade. Et ça, depuis 2014, je crois, la fin du cumul des mandats, pour moi, a donné ce qui s'est passé. Vous l'avez dit vous-même en 2017, des députés complètement hors sol. Donc, c'est pas mal la fin du parachutage électoral. C'est intéressant, mais d'abord, il faut dire la vérité, ça passera jamais, hein, parce que comme vous l'avez dit, ceux qui pratiquent le parachutage aujourd'hui, ce sont majoritairement le RN. Et à mon avis, ils vont devoir le faire encore plus, vu les énergumènes qu'on a vus se présenter sur leur liste au mois de juillet dernier. Donc ça passera pas, puisque le RN est en majorité présent, en tout cas pas en majorité, mais majorité relative, présent à l'Assemblée, et d'autres soutiendront le fait que ça ne passe pas. Mais ce que vous dites est intéressant sur le fait qu'il faut qu'on puisse avoir un mandat local. Mais plus largement, à mon avis, il faut repenser le système de l'élu aujourd'hui, de l'élu local dans sa globalité. Est-ce que le cumul des mandats, le fait d'avoir mis fin au cumul des mandats, n'a pas été la plus grosse erreur politique de ces 10 dernières années? Elle a été faite par François Hollande. Je crois savoir que vous êtes du Parti socialiste. Est-ce que ça n'a pas été une véritable erreur? Et est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas peut-être, au-delà du parachutage, proposer un texte un peu plus général? Plus général, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, moi, je suis pour la mobilité géographique. Tout à l'heure, on reprochait de ne pas trouver des personnes qui viennent s'installer à la campagne. Donc moi, ça me dérange absolument pas. Je trouve pas ça choquant, on va dire, qu'il y ait des députés ou des personnes soient candidates sur des zones qui ne sont pas initialement les leurs. Ils sont quand même députés de la nation, donc à un moment donné, ils ne sont pas que députés de leur territoire, mais à un moment donné, ils s'expriment en tant que députés du pays. Aujourd'hui, on a des députés européens qui sont élus dans les 27 États membres et qui pourtant siègent à Bruxelles ou à Strasbourg. Donc on va dire, c'est pas quelque chose qui me choque. Après, les électeurs sont au courant. Je veux dire, les électeurs savent que la personne, soit elle est du cru, soit elle n'est pas du cru, et ils font leur choix, je pense, en toute conscience par rapport à ce sujet. Mais ils vont pas trop voter aux européennes, comme par hasard. Ouais. Mais... Oui, et puis en plus, franchement, ils font leur choix en conscience. Vous savez très bien que sur les élections législatives, c'est souvent des campagnes locales, mais aussi très souvent des campagnes nationales. On vous engage, on vous enjoint de voter pour le candidat d'une majorité ou d'une autre. Donc, moi, honnêtement, j'ai pas d'avis. Je sais pas, c'est trop frais dans ma tête pour savoir si le parachutage, il faut y mettre fin, parce que quand même, vous avez quand même des très belles histoires de certains élus, et on pourrait en citer ce matin, qui ont été parachutés, qui finalement ont passé leur vie. Voilà, et qui ont même passé leur vie, se sont attachés à leur ville, et même ont lâché leurs mandats nationaux pour garder leurs mandats locaux. Il y en a plein, et des gens très connus. Donc c'est une question qui est intéressante et qui a le mérite d'être soulevée.
Dans les grands parachutés, il y a Jacques Chirac, il y a François Mitterrand. Voilà, donc c'est pas que des illustres inconnus. Il y avait Mélenchon il y a peu de temps, qui s'est présenté à Marseille quand même. Alors je pense pas qu'il habite Marseille. Ensuite, moi je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec vous, avec Joseph. Je pense que vraiment d'abord le député, il est élu de la nation. Il défend pas les intérêts des électeurs de sa circonscription. Enfin, il doit passer beaucoup de temps dans sa circonscription. Et donc c'est le deuxième point. C'est les électeurs qui choisissent. Enfin, je veux dire, on va pas guider le choix des électeurs par des règles sur des élections nationales. Autant localement, je peux comprendre, autant là, les conditions pour être député, c'est très simple. C'est avoir 18 ans, elles sont vraiment légères. Avoir la nationalité française et ne pas être en position d'inéligibilité. Donc je reconnais que ce sont des conditions très très peu contraignantes. Mais néanmoins, encore une fois, je crois le peuple est souverain. Je veux dire, si les gens n'ont pas envie de voter pour quelqu'un qui n'habite pas leur circonscription, ils voteront pas pour lui. Si le député va pas en circonscription et donc du coup ne répond pas aux aspirations de sa population, il sera battu l'élection d'après. Moi, je pense qu'il faut vraiment laisser le peuple souverain et mettre le moins de critères possible. Et député de la nation, je veux bien, mais enfin c'est quand même des mandats locaux, députés. Vous avez des circonscriptions. Non, mais attendez. Non, mais vous votez la loi. Vous votez la loi, mais les lois, elles viennent des territoires. C'était le début de. Enfin oui. Moi, je suis d'accord avec vous sur l'histoire du cumul des mandats. Je pense qu'il n'aurait pas fallu mettre fin à ce cumul des mandats. Je trouve ça idiot parce que je suis d'accord. Il ne faut pas avoir de députés hors sol. En revanche, si les députés sont mauvais, les gens ils seront sanctionnés à l'élection suivante ou ils ne seront pas élus avant. Oui, ce que je veux dire, c'est que les lois, il faut qu'elles viennent des territoires. Il faut qu'elles répondent à la demande d'habitants de toutes les villes et de tout le territoire. Il y a des habitants qui votent pour des gens qui ne foutent pas un pied dans leur circonscription simplement parce que ils sont contents d'avoir leurs députés qui passent à la télé, qui passent dans les médias, qui passent à la radio ou qui posent plein de questions au gouvernement. Ils sont fiers. Il faut respecter aussi leur choix. Ouais. Rémi Non, je pense qu'il y a un juste milieu. Moi, je voudrais revenir sur le cumul des mandats. Je pense qu'on est allé trop loin. On est passé d'un extrême à l'autre. Et autant je suis pas pour revenir à la situation précédente. Honnêtement, être maire de Toulouse et député, c'est une blague. Vous pouvez pas être maire de Toulouse et député. Par contre, vous pouvez être maire depuis l'évêque. Je dis pas ça pour moi, mais vous pouvez être maire d'un petit village. Et là, vous allez en avoir des choses à dire. Là, parce que c'est quand même pas les mêmes sujets qu'on fait remonter quand on est local. Et on revient à notre discussion du début. Oui. Et je pense que la question aujourd'hui, la représentation politique, elle est importante. On a aussi beaucoup de territoires qui ont l'impression qu'on a aujourd'hui une grande majorité de députés qui ne s'intéressent pas du tout à leur sujet. C'est quand même hallucinant que la question, par exemple, des déserts médicaux ait mis autant de temps à revenir dans le débat public, au niveau des présidentielles, au niveau des législatives. Si on avait vraiment des gens qui vivent dans ces coins-là, je peux vous dire que le sujet numéro 1 quand vous faites du porte-à-porte, c'est pas aujourd'hui les débats sur les JO, etc. C'est déserts médicaux. Ça va être évidemment le pouvoir d'achat, le prix du carburant. Le prix du carburant, il n'y a que le RN qui en parle. C'est quand même hallucinant. Enfin, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même garder cet ancrage, le retrouver. Et moi, le fait d'avoir un petit exécutif local et être député, je pense que ça enrichit plutôt que ça handicape le mandat national. On n'aura pas le temps de traiter le sujet. J'hésitais à le traiter puisque Oxfam a rendu un rapport, Oxfam dirigé par Cécile Duflot, qui demande à Michel Barnier de taxer l'héritage des ultra-riches. Ça concerne les transmissions. 85% disent cette étude d'Oxfam ne paye pas de frais de succession. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut taxer les ultra-riches et supprimer les niches fiscales qui leur permettent d'échapper à l'impôt sur les successions ? Moi, je proposerais, Joseph Taillefer. Je proposerais plutôt une ligne peut-être différente, c'est peut-être d'instaurer une taxe pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Aujourd'hui, il faut une politique nataliste et il y a plusieurs manières de le faire. Et aujourd'hui, à un moment donné, il y a plusieurs manières de pouvoir répondre à ce problème justement des retraites et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a l'immigration, certes, mais si certains ne veulent pas de l'immigration, il faut relancer la natalité. Et à un moment donné, ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'enfants, on pourrait réfléchir effectivement à une taxe peut-être spécifique pour eux et les modalités. Mais taxer les super héritiers, c'est quoi un super héritier aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils ont la possibilité de partir et d'optimiser fiscalement, on va dire, les héritages. Rien ne sera taxé au final. Oui, si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts. C'est ce que disait Emmanuel Macron. Et alors, je vous laisse sur la phrase de Cécile Duflot. La meilleure façon de devenir milliardaire, c'est de plus en plus de grandir dans l'utérus de la femme d'un milliardaire. Parce que c'est la femme d'un milliardaire. Parce que la femme elle-même, évidemment, ne peut pas être milliardaire. Ce qui est hautement pas très féministe. C'est faux, surtout. Puis en plus, c'est faux, non ? Et c'est complètement faux. Il y a de plus en plus de gens qui réussissent et puis de plus en plus de milliardaires qui déshéritent leurs enfants, enfin pas les déshéritent, mais comme Warren Buffett ou d'autres qui estiment qu'ils doivent... Exactement. Je pense que l'enjeu c'est plutôt de faciliter
les donations, c'est-à-dire en fait augmenter le taux d'abattement pour notamment des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le capital est plutôt détenu par des retraités. On sait aussi que les petits-enfants ont besoin d'argent. Aujourd'hui, on hérite, on hérite en gros à 55-60 ans. En 1825, on héritait à 25-30 ans. Donc autrement dit, on a besoin d'argent à 25-30 ans, donc il faut faciliter à mon avis la transmission à ce moment-là, plutôt que de s'attaquer aux successions. Dernier point, quand on lit un rapport d'Oxfam, on sait déjà la conclusion, il faut taxer les riches. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, très bonne journée sur Sud Radio, à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons